Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison de l'épreuve de vérité et toujours bien sûr avec nos amis et partenaires de l'agence France Presse, de Radio Classique et des Échos. Alors que les élections sénatoriales seront un moment clé de la vie politique à la fin du mois, nous recevons ce soir Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. 3 grandes questions politiques vous seront posées au cours de cette émission. D'abord, est-ce que vous irez manifester contre les ordonnances sur le Code du travail, vous avez voté contre, vous le direz tout à l'heure à Jean-Francis Pécresse. François Hollande, encore utile, c'est le mot qu'il emploie, en tout cas pour définir son avenir politique. Stéphanie Le Rouge vous interrogera à ce sujet, à son sujet, également sur le Parti Socialiste. Enfin, Michael Zamès abordera donc l'enjeu des élections sénatoriales. Vont-elles être en fait une fronde anti-Macron des élus locaux? Mais tout de suite, une question d'actualité. Avec bien sûr la catastrophe provoquée aux Antilles par l'ouragan Irma qui mobilise toute la France, a assuré aujourd'hui Emmanuel Macron, pertes humaines, dégâts considérables et puis ce spectacle de désolation. Y a-t-il des leçons politiques à tirer selon vous, Didier Guillaume, de ce type d'événement climatique sans précédent? D'abord, est-ce que nous sommes prêts à les affronter? Mais il y a toujours des leçons à tirer et on peut toujours se poser la question si nous sommes prêts, pas assez prêts, etc. Mais la première chose quand même, lorsque l'on voit ces images de désolation, ces destructions de bâtiments publics, c'est la première fois dans notre pays, je pense depuis la guerre, qu'une préfecture a été rasée et n'existe plus. Pas sous les bombes, mais là, c'est un ouragan. Cet ouragan, c'est le plus fort ouragan depuis que les satellites existent, qui a été constaté. C'est absolument terrible. Et moi d'abord, je veux avoir de l'empathie, de la sympathie, de la solidarité. C'est pas un lieu commun de dire ça. Pour les habitants des Antilles en général et plus particulièrement de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et puis une pensée pour nos 2 amis, Guillaume Arnel et Michel Magras, qui sont les sénateurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et qui aujourd'hui sont dans une situation terrible. En tous les cas, la solidarité bien sûr est promise par la nation. Oui, mais une pensée aussi pour tous nos amis antillais qui habitent à Paris, qui habitent en France, parce que ce qui se passe là, ce qu'ils vivent là-bas, est absolument incroyable, extraordinaire au sens de pas ordinaire. Alors, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le gouvernement a mis tout ce qui est en œuvre pour la solidarité, pour les secours, pour demain la reconstruction. Ça ne fait que commencer. Et bien sûr que ça ne fait que commencer parce que je ne sais pas s'ils peuvent arriver sur les îles, comment ils pourront le faire. Et je pense que l'heure n'est pas de savoir si assez a été fait ou si nous sommes prêts. Il faut d'abord réparer, soigner, guérir, reconstruire. Donc, mais une chose qui est sûre, à mon sens, je ne suis ni technicien ni climatologue, c'est que le réchauffement climatique, notre planète, nous n'en avons qu'une, ça a été dit à la conférence de Paris, et dans ce cadre-là, il faut vraiment en prendre soin. Il faut que les grandes puissances, et notamment les États-Unis d'Amérique, qui risquent d'être touchés à Miami Beach dans les heures qui viennent, comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la nouvelle loi de transition énergétique devra mettre des choses très fortes, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu environnemental, l'enjeu de protection de la planète et de ses habitants, que ce soit les animaux, que ce soit la faune, la flore ou les humains, est quelque chose d'essentiel. Alors sans doute que le chef de l'État pensait à Donald Trump lorsqu'il a évoqué aujourd'hui à Athènes ce qui manque d'esprit de conséquence, peut-être pour justement ne pas tirer les leçons politiques de ces événements qui se multiplient sur la planète, même si, Didier Guillaume, il faut dire que les spécialistes ne se prononcent pas encore. Il y a un débat sur le lien entre la fréquence, l'intensité de ces cyclones et puis les dérèglements climatiques. Là, la preuve n'est pas encore apportée. Certains même disent qu'il pourrait y avoir moins de cyclones à l'avenir. Enfin, moi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, il y a eu un cyclone terrible. Et évitons, j'ai entendu tout à l'heure sur une autre radio, une autre chaîne, des débuts de polémique. On n'est pas à polémiquer. En tous les cas, le chef de l'État a bien sûr raison d'y aller. Mais évidemment, le gouvernement est mobilisé, comme tout gouvernement l'aurait fait. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est très important pour 2 raisons. Pour montrer à nos concitoyens ultramarins que ce ne sont pas des sous-Français, qu'ils sont comme les autres, que ça se passe dans le Var, une inondation, que ça se passe ailleurs en France,
ou aux Antilles, c'est la même chose. Ce sont des Français, ce sont nos concitoyens. Est-ce que vous diriez qu'ils ont la chance justement d'appartenir à la France, contrairement à d'autres îles alentours qui, elles, sont indépendantes et souvent démunies? Et là, il y a une solidarité. Ça, bien sûr que le fait qu'ils soient français, qu'ils soient sur des îles françaises, va sûrement les aider. Mais à ce niveau-là de dégâts, il n'y a pas d'appartenance à un tel. C'est la solidarité mondiale. Elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre et elle doit avancer vite. Il faut réparer, il faut guérir. La suite de l'épreuve de vérité avec donc Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique et éditorialiste aux Échos. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Didier Guillaume. Alors je voulais vous interroger sur une autre actualité, peut-être certainement beaucoup moins tragique, mais d'une actualité aussi sociale en France. Est-ce que vous irez manifester le 12 septembre contre la loi de réforme du Code du travail? Non, je n'irai pas manifester. Je pense que ce n'est pas ma place d'y aller. Le Parti socialiste a essayé de donner des consignes pour faire en sorte que solidarité, mais pas manifestation, mais chacun doit y aller en fonction de ce qu'il compte faire. En ce qui me concerne, moi, je pense que les socialistes font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je n'irai pas manifester. De Benoît Hamon, par exemple, qui lui a dit qu'il irait. Mais ça fait bien partie des lignes politiques qui traversent tous les partis dans notre pays, mais qui traversent le Parti socialiste particulièrement, depuis bien avant l'élection présidentielle, avec les frondeurs, etc. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est simple, c'est que les socialistes redéfinissent ce qu'ils sont. Il faut arrêter de dire que la gauche est morte, que les idées socialistes sont mortes. Non. Mais leur incarnation aujourd'hui en France, elle est morte. On va en parler dans un instant. On va rester sur les réformes, les grandes réformes du quinquennat qui sont lancées. C'est très important parce que ce qui se passe là, c'est la ligne de fracture entre les socialistes. Est-ce que l'on court après Jean-Luc Mélenchon ou pas? Est-ce que l'on court après les Insoumis ou pas? Ou est-ce que nous sommes des socio-réformistes, des sociodémocrates, des progressistes qui veulent avancer? Emmanuel Macron a été élu, que ça plaise ou que ça plaise pas, il a été élu, il a annoncé dans sa campagne qu'il ferait ces ordonnances, qu'il réformerait le Code du travail. Il l'a fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. Les socialistes ne doivent pas être ceux qui sont contre les réformes, mais ceux qui améliorent les réformes dans un sens de plus de justice sociale et d'équité. Est-ce que, à ce sujet, vous condamnez les déclarations très dures de Martine Aubry hier, qui parle d'une régression sociale très importante, qui dit avec cette réforme, cette loi, on revient 50 ans en arrière. Est-ce que vous trouvez que ça va beaucoup trop loin? Moi, je ne veux pas ni condamner, ni dire quoi que ce soit sur Martine Aubry, mais je pense qu'elle se trompe dans son analyse. Je pense que cette loi n'est pas une régression de 50 ans en arrière. Cette loi ne réglera pas tout. Cette loi ne fera pas créer des milliers d'emplois dans les semaines qui viennent. Mais cette loi a au moins l'avantage d'avoir été annoncée pendant la campagne des élections présidentielles et d'être quelque chose qui va se mettre en application. Regardons, il y a eu un débat. Alors vous avez voté contre vous-même, alors j'allais y venir. Moi, en rejetant la loi d'habilitation, Didier Guillaume. Oui, j'ai voté contre au Sénat. Mais vous défendez le texte aujourd'hui? Non, avec l'ensemble du groupe socialiste, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la méthode, me semble-t-il, aurait pu être beaucoup plus ouverte. Les parlementaires n'ont pas eu assez d'informations. Je salue dans cette loi quelque chose d'essentiel, c'est le dialogue social. Les syndicats qui ont participé au groupe de travail sur le dialogue ont obtenu des choses, et notamment sur les accords de branche. Il y a des avancées dans cette réforme. Cette réforme n'a pas été décriée comme on nous le disait. Elle a été acceptée, plus ou moins bon gré. Moi, je regrette une fois de plus l'attitude du MEDEF et de M. Gattaz, qui dit ce n'est qu'un début, ça ne va pas assez loin, il faut que Macron continue. Moi, ce qu'il faut, c'est que Gattaz et ses amis créent des emplois, plutôt que de demander toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ce qu'ils demandent, c'est plus pour eux et moins pour les salariés. Et moi, ce que je souhaite, et ce que je constate dans cette loi, c'est qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je citais le dialogue social, je citais les accords de branche, dont on craignait qu'il y ait des difficultés. Ça va dans le bon sens. La transformation du compte pénibilité en compte de prévention, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Je mets un bémol sur
les fameux critères, les 6 qui ont été acceptés et les 4 qui ont été enlevés, notamment la pénibilité, sur la pénibilité. Mais je veux simplement dire que ce n'était pas applicable en l'état. C'est pas le code du travail vraiment, ça. Avançons. Oui, mais ça fait partie de la loi travail. Moi, le code du travail, ce n'est pas quelque chose que l'on met comme ça, code du travail, code du travail. Qu'est-ce qui ne va pas dans le bon sens? Et moi, je pense que ce qui ne va pas dans le bon sens, c'est qu'il manque un peu de sécurité dans la flexi-sécurité. C'est-à-dire que la flexibilité, pourquoi pas, la sécurité pour nos concitoyens, pour les salariés, il la faut un peu plus. J'attends de voir comment les choses se passeront. Moi, je n'ai pas de crainte a priori sur les négociations dans les entreprises, mais il faut vraiment que les syndicats puissent être associés, que les délégués du personnel puissent avoir leur mot à dire. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore assez fait. Donc, cette loi, pour moi, elle est mitigée. Je ne la jette pas comme ça aux orties, à la poubelle comme certains, mais je n'en fais pas non plus l'alpha et l'oméga de la politique. Il y a quand même une forme de filiation avec une loi que vous avez soutenue quand la majorité était, enfin lors de la précédente, la majorité qui était la vôtre, plutôt, je m'exprime mal, qui était la loi El Khomri. Est-ce qu'il y a une filiation entre El Khomri et la loi travail? Mais évidemment, il y a même une filiation entre la loi Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, et Macron, président de la République, notamment sur les prud'hommes. Sur les prud'hommes, les choses ont été mal acceptées, mal comprises, parfois. Les efforts qui ont été faits et la négociation ont amené plus de choses pour les salariés, voyons. Mais en même temps, je vois bien qu'en disant cela, je pense que les Français ne s'y reconnaissent pas, parce que mal expliqué par le gouvernement et mal expliqué par ceux qui soutiennent vraiment le gouvernement, fait que les Français s'interrogent. Donc il faudra voir comment les choses avancent. Mais un point très positif quand même, je veux y insister, c'est la négociation et le travail qui a été fait avec les syndicats. Madame Pénicaud, la ministre, on peut lui reprocher ce que l'on veut, mais elle a mis en place une négociation avec son cabinet des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures qui fait que les syndicalistes savaient que cette loi allait arriver, ils ont pu négocier et ceux qui se sont assis à la table ont eu des choses positives. La méthode est plutôt positive, parce que vous alternez les critiques et puis les bons points, donc globalement c'est bon. Mais moi je regarde les choses telles qu'elles sont, très objectivement. Très objectif. Il y a des points qui ne me plaisent pas. Il y a des points qui vont dans le bon sens. Nous verrons en marchant. Alors, il y a d'autres réformes qui sont lancées. Il y a les régimes spéciaux. Et c'est le projet de réforme du régime spécial de la SNCF. Je crois qu'on va... On va écouter justement ce matin sur Public Sénat Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui réagissait donc à cette nouvelle réforme effectivement annoncée par Emmanuel Macron lui-même, donc désendetter la SNCF qui en a bien besoin contre certaines modifications et notamment le statut des cheminots et leur fameuse retraite. On présente les régimes spéciaux comme encore un privilège et que ça serait l'ensemble des Français qui paieraient pour une petite... Vous savez très bien que le régime des salariés de la SNCF est un régime particulier qui n'a rien à voir avec le régime que connaissent l'ensemble des citoyens. Ce régime est excédentaire. Et je pense que ça intéresse beaucoup le gouvernement de récupérer l'excédent de ce régime pour l'injecter dans un autre régime. Donc c'est pas un privilège le régime spécial, c'est un régime particulier. Là aussi on essaie de faire passer les cheminots pour des privilégiés, c'est un faux problème. C'est un faux problème, dit-il. En tous les cas, il est en contradiction avec la Cour des comptes, qui dénonce ce régime spécial en rappelant que l'État met plus de 3 milliards tous les ans pour boucler le déficit. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les cheminots ne sont pas, comme le dit fort justement Martinez, ce ne sont pas des privilégiés. Bon, il faut arrêter avec le bouc émissaire des uns et des autres. Moi, je n'accepte pas ça. Les cheminots sont des gens qui travaillent dur, qui font leur travail dans un beau métier, qui font un métier quelque part de service public, même si le statut de la SNCF avance. Et on est bien content quand les trains arrivent à l'heure. Il peut y avoir des histoires, des bugs, etc. Mais on est bien content d'avoir des contrôleurs, on est bien content d'être accompagné. Par contre, moi, je pense que là encore, Emmanuel Macron a été élu pour bouger, pour réformer. Si tout était allé bien, je ne pense pas que Macron aurait été élu. Et peut-être même que d'autres auraient pu se représenter, les deux anciens présidents de la République. Ils n'ont pas pu se représenter aussi. Et donc, réformer les retraites, et notamment réformer les retraites spéciales comme celle de la SNCF, moi je n'accepterai pas qu'on dise c'est pour un problème de déficit de la SNCF. C'est tout simplement pour faire en sorte
que les Françaises et les Français soient sur un pied d'égalité. Il faudra voir là encore la méthode, comment les choses se passeront. Je le dis tranquillement, ça ne me choque pas, ça a été annoncé dans la campagne électorale, ça ne me choque pas que l'on regarde les régimes spécifiques. Il faut voir comment c'est fait, ça ne peut pas être fait de façon brutale, ça ne peut pas être fait en tournant le dos à un certain nombre d'avantages acquis, mais il faut avancer, il faut avancer. Emmanuel Macron a été élu pour faire cela, et donc puis les Français jugeront après. Il a raison. Mais je ne dis pas s'il a raison ou pas. On vous pose la question. Il l'a annoncé. Il a raison ou il n'a pas raison? Moi, je suis favorable à ce que l'on mette sur un même pied d'égalité les retraites des Français. D'accord, donc il a raison. Oui. Il a raison au final. Hein. Ça veut dire aussi, ça implique aussi qu'il n'y aurait plus d'âge de départ anticipé à la retraite pour les conducteurs. Vous êtes favorable à ça? Mais il va y avoir un débat parlementaire, nous verrons les choses. Mais quand on dit réforme des régimes spécifiques, c'est qu'il faut que tous les Français partent avec le même nombre d'annuités, partent à la retraite quasiment avec le même âge. Après, se posera le problème du privé et du public. Tout cela doit se faire dans un débat plutôt long et dans la concertation. Si j'ai bien compris, c'est un débat qui viendra sur la table l'année prochaine ou celle d'après ou en 2018. Bref, nous regarderons ça tranquillement, dans l'intérêt de la France, certes, parce qu'il faut que la France se modernise, la France réussisse, mais sans oublier, parce que parfois on a tendance à un peu trop oublier, les Françaises et les Français. Ouais. Alors moi je voulais savoir ce que vous pensiez aussi d'une autre réforme, c'est ce projet de réforme qui va consister à baisser les cotisations maladie et chômage des salariés pour les transférer vers la CSG, donc une cotisation à base plus large qui touche plus de gens et qui permettra de rendre du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que c'est une bonne réforme? Je pense que il y a une chose qui est importante dans ce que dit le président de la République, c'est le pouvoir d'achat. Après, on va le voir à l'œuvre. On va voir comment les choses se passent et je vous dirai deux craintes que j'ai. Mais l'augmentation du pouvoir d'achat, elle est indispensable. Quand quelqu'un gagne 1 500 € ou 2 000 €, il ne place pas son argent, il le dépense. Quand quelqu'un en gagne 100 000, qu'il en gagne 100 000 ou 150 000, il ne va pas le dépenser parce que de toute façon, on ne peut pas le faire. Et lui, il le place ou il l'optimise. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat est quelque chose de très important. Ça va être fait apparemment à plusieurs niveaux. La suppression de la taxe d'habitation, que je considère moi comme une très bonne mesure pour les Français qui la payent, mais avec une difficulté pour les communes qui perçoivent l'argent de cette taxe d'habitation. Nous allons donc regarder comment, d'un côté, les bénéficiaires pourront être bénéficiaires en ne payant plus la taxe d'habitation, et c'est pour moi une très bonne mesure, mais de l'autre côté, que ça ne pénalise pas les communes. C'est toujours comme cela. Moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. L'augmentation de la CSG, c'est dans le programme des socialistes depuis des décennies. Donc je ne peux pas y être opposé. Mais je suis opposé à l'augmentation de la CSG pour les retraités. Parce que ça ne peut pas être ça. Il ne peut pas y avoir que certains gagnent. Le gouvernement annonce qu'il y aura un geste pour les retraités modestes. Tant mieux s'il y a un geste. En tout cas, moi, je ne serais pas favorable. Je ne serais pas favorable à cela. Réponse rapide. Il semble que le gouvernement ait confirmé aux collectivités locales que les 13 milliards d'euros d'économies qu'il leur demanderait sur le quinquennat seraient en fait sur l'évolution prévue de ces dépenses. Et que donc, en réalité, il n'y aura pas de baisse nette de leurs dépenses. Est-ce que c'est quelque chose que vous saluez ce soir? Tant mieux. Tant mieux, oui, parce que les collectivités locales ont l'habitude de faire des efforts. Elles gèrent globalement bien à 90 ou 95 ou 98%, je n'en sais rien. Elles ont fait des efforts sous le précédent quinquennat. François Hollande a demandé des baisses pour les collectivités, a baissé les dotations de 10 milliards comme beaucoup. Mais cette mesure est une bonne mesure, telle qu'annoncée au départ. Les collectivités locales ne s'en seraient pas sorties. Ce que vient d'annoncer le gouvernement ou le président de la République là, il y a quelques heures va dans le bon sens. Très bien, merci beaucoup. Jean-Francis, nous allons maintenant accueillir Stéphanie Le Rouge de l'agence France-Presse pour la deuxième partie de l'épreuve de vérité. On continue de parler du Parti Socialiste. Vous étiez très désireux d'emblée d'en parler. Didier Gaume, sous un angle politique, avec cette question. François Hollande, encore utile, c'est en tous les cas ce qu'il prétend. Écoutons ses propos lors de l'installation de sa fondation. Aujourd'hui, je suis dans la phase de lancement de cette fondation. Je ne vais pas donc faire des commentaires qui altéreraient l'idée même que je me fais de cette fondation, puisque je veux lui donner toute sa portée. Mais lorsque je considérerais qu'il y a des commentaires à faire, ou des leçons à tirer, ou des propositions à faire, je prendrai la parole. Et ce sera un moment qui devra être particulièrement bien choisi, là aussi, pour qu'il puisse être utile à la France et où je pourrai m'exprimer longuement.
Alors, François Hollande prendra la parole quand il jugera ça utile. Est-ce que ce sera utile, selon vous, qu'il prenne la parole, ou est-ce que le silence de l'ancien chef de l'État ne serait pas préférable à la France et au PS? Mais Valéry Giscard d'Estaing, après 1981, a été candidat à des élections, il a été député, il a été président de la région Auvergne, il a parlé. Jacques Chirac, c'est un peu à part par rapport à ses difficultés physiques, mais Nicolas Sarkozy est parti, a été battu, puis s'est remis à parler, puis je crois même qu'il a été candidat pour être président de son parti, et puis candidat à la primaire. Là, on parle d'un ancien président qui n'a pas été en mesure de se représenter. Oui, d'accord, mais enfin, il y en a d'autres qui se sont représentés, qui ont été battus, donc à l'arrivée, ils ne sont pas élus, hein, on gagne ou on perd. Hein. Oui, et puis François Hollande est là, moi je crois que François Hollande fera ce qu'il a à faire. Moi j'ai entendu tout un tas de commentaires, oui c'est très bien qu'il intervienne, non il faut absolument pas, on n'a pas besoin de lui, mais c'est pas ça le sujet. Est-ce que François Hollande, dans ce qu'il dira des choses qui seront utiles au pays? C'est plutôt ce que je pense, donc tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'il a encore un avenir en politique? Est-ce qu'il se voit un avenir en politique? Est-ce que vous souhaitez qu'il en ait un? Est-ce que Hollande 2022, c'est crédible, possible? Nous sommes en septembre 2017, 3 mois après l'élection présidentielle. On ne va pas commencer dès 2017 à savoir qui va se présenter en 2022, parce que ça n'aurait aucun sens. La question est de savoir si François Hollande, dans le débat, peut amener des choses positives, des réflexions, évidemment. Est-ce qu'il va redevenir un acteur politique de premier plan? Je crois qu'il a même dit non. Non mais qu'est-ce que vous souhaitez, je n'en sais rien. Vous souhaitez quoi? Vous êtes proche de lui. Il vous appelle de temps en temps, comme il appelle tous les classiques socialistes. Non mais merci pour les classiques. C'est vrai. Pour les classiques. Les classiques. Mais il fera ce que bon lui... votre vœu. Il fera ce que bon lui semblera. Aujourd'hui, le retour de François Hollande n'est pas l'actualité. Je ne sais pas ce que souhaitent les Français. Et demain? Donc on verra ce qui se passera demain en fonction de l'évolution. Moi, je parle franchement. On ne sait pas si c'est ce que vous souhaitez, vous, ou pas. Comment? Mais moi, je n'ai pas à souhaiter le retour de François Hollande ou pas le retour. Je ne vois pas d'ailleurs comment il reviendrait, pour faire quoi, etc. Il est engagé dans sa fondation. Il va prendre la parole à plusieurs reprises. Il la prendra, puis on verra. Vous savez, c'est pas en disant je vais revenir et je vais intervenir que ça va révolutionner les choses. Il a eu raison de mettre en garde Emmanuel Macron sur les sacrifices demandés aux Français. C'était une bonne intervention, ça? Son intervention était bonne. Je pense que, comme président de la République sortant, il est intervenu peut-être un peu vite, mais ses mises en garde étaient réelles. François Hollande reçoit beaucoup. Certains pensent qu'il continue de tirer un petit peu les ficelles à Solferino. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il soit comme ça influent encore dans les destinées du Parti socialiste? Il ne tire pas les ficelles à Solferino. François Hollande reçoit. Il a dit qu'il n'arrêtait pas la politique, qu'il voulait continuer dans la politique. Tout le monde le connaît, c'est son ADN. Il aime cela. Tant mieux, il a sa fondation. Il reçoit des responsables politiques, des socialistes, notamment peut-être ceux qui sont plus proches de lui ou d'autres, mais il ne tire pas les ficelles du Congrès. Enfin, c'est pas François Hollande qui va s'occuper de la recomposition, de la restructuration du Parti socialiste et de ce que sera le PS demain. Qu'il ait des choses à dire, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, et là je le dis franchement, ceux qui devront prendre les rênes du Parti socialiste, c'est ceux qui devront incarner l'avenir, donc une génération plus jeune. Je le crois vraiment. Moi, je fais partie déjà de ceux qui sont trop vieux pour faire cela, pour repartir à la reconstruction pour les 10 ans qui viennent. C'est pas entre 60, 70 ans, 65 ans que l'on fait ça. Que l'on puisse servir les caciques ou les sages, tant mieux, pourquoi pas, si je peux aider par rapport à ma modeste expérience. Mais aujourd'hui, c'est au cadre de prendre les choses. Donnez-nous des noms. Mais je ne vais pas donner aucun nom. Si, des noms pour un leadership éventuel d'un parti qui est aujourd'hui complètement inaudible et en crise profonde. Alors, qui? Aujourd'hui, personne, à mon sens, personne n'est en capacité d'incarner le leadership qui sera reconnu par tous. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais enfin, rendez-vous compte. Ce qui s'est passé au Parti socialiste, 6% à l'élection présidentielle, une claque monumentale aux législatives. Voilà, donc aujourd'hui, il faut prendre le temps. Dire qui est le chef du parti, c'est beaucoup trop tôt. Il faut reconstruire. Je pense que la gauche n'est pas morte.
Je pense que les idées social-démocrates, progressistes, européennes, laïques, républicaines, écologistes ne sont pas mortes. Est-ce que vous trouvez que la reconstruction est sur de bons rails, avec cette direction collégiale provisoire qui est pléthorique? Et bon, la première décision qui en est sortie, c'est de faire des ateliers de la refondation et aussi de réformer les statuts du PS. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour vous? Ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas facile. Et travailler dans une direction collégiale à 26 personnes, c'est sûrement pas évident. Vous savez, l'écrasement, l'explosion, ça va toujours très vite. La décomposition est ultra rapide. Mais la recomposition, la reconstruction prendra beaucoup de temps. Après l'échec de 1969, où notre candidat avait fait 5%, Gaston Defferre, ce n'est qu'en 1971. Et du coup, février... 2 ans après que François Mitterrand a reconstruit un parti... Février 2018, c'est une bonne date ou c'est trop tôt? Certains ont dit c'est trop tôt, il faut... Ah non, moi je ne pense pas du tout que ce soit trop tôt. Il faut maintenant redécider ce que doit faire le Parti Socialiste pour les années qui viennent, parce qu'il y aura des élections municipales, et on aura une stratégie. Il va falloir définir des choses assez claires. Quelle est notre ligne politique, donc notre stratégie idéologique? Quelle est notre stratégie d'alliance? Et puis sur quel fond politique nous travaillons? Le Parti Socialiste, depuis 2005, depuis le référendum sur l'Europe notamment, est assez divisé. Il faut le cadrer. On a fait des congrès. Le congrès de Poitiers a eu lieu, il y a eu un vote. Il y a eu une motion majoritaire et une minoritaire, mais les minoritaires n'ont pas accepté la majorité. Aujourd'hui, c'est le collectif qui compte. La ligne du parti actuellement, c'est d'être dans l'opposition constructive, je cite. Vous êtes plutôt dans la participation vigilante. Vers quoi ça doit aller? Plutôt vers... Moi, en tout cas, je participerai dans la reconstruction du Parti Socialiste avec un certain nombre de mes amis à faire en sorte que le Parti Socialiste ne soit pas dans l'opposition frontale, en faisant communiquer sur communiquer contre tout, mais en étant plutôt vigilant. Parce qu'il faut parce qu'il faut que la France réussisse, et il faut que Macron réussisse, pas par rapport à lui. Mais donc moi, j'ai pas changé de... La ligne d'opposition vous convient maintenant? Non, je pense, moi, la ligne de position, celle du parti, je n'ai rien à en dire, mais pour le prochain congrès, je pense que le Parti Socialiste ne doit pas être dans l'opposition totale, mais doit être plutôt dans l'accompagnement vigilant, en disant il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui vont tranquillement. Parce que quand on passe son temps à s'opposer, eh bien on a du mal après à proposer. Et les socialistes, contrairement à d'autres partis d'extrême gauche ou autres, ne sont pas là pour être dans la rue, ne sont pas là pour être contre tout, sont là pour accéder à nouveau au pouvoir un jour. Donc à avoir un projet politique fort qui peut rassembler une majorité. Donc certains de vos amis, camarades du Parti Socialiste, qui lorgnent du côté de Jean-Luc Mélenchon pour d'éventuelles alliances demain, ont tort? Est-ce qu'ils font courir un risque au parti? Ah mais non, mais je ne dis pas qu'ils ont tort, Michel Grossior. Je dis simplement qu'il y a deux lignes dans le... Mais que pensez-vous de ceux qui regardent du côté de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas courir après Jean-Luc Mélenchon. Parce que le danger, parce qu'il courra toujours plus vite que nous, parce que nous ne sommes pas sur la même base politique et idéologique, sur l'Europe, sur la France, sur le social. Nous sommes des réformistes, nous voulons avancer, nous voulons transformer la société, nous ne sommes pas dans la radicalité, et je ne pense pas que ce soit la ligne dans laquelle nous devons aller. Mais le Congrès dira ce qu'il aura à dire. À propos de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il le répète, il mise en fait sur une fin anticipée du quinquennat Emmanuel Macron, avec des élections, donc, et puis son accession au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui ressemble à un pari, sinon peut-être une forme de pression? Qu'en pensez-vous? C'est inacceptable d'entendre ça. Enfin, c'est inacceptable, il a le droit de le dire. Mais moi, ça me choque terriblement. Il est élu depuis 30 ou 40 ans, il a exercé tous les postes, ça a été le plus jeune sénateur, il va faire dégager tout le monde. Il y a eu des élections présidentielles et des élections législatives. On peut se dire qu'il n'y a pas eu assez de votants, peut-être. Mais la démocratie a toujours raison. Parce que quand on met en cause la démocratie, alors c'est vers un autre système qu'on peut se tourner. Et on voit ce qui s'est passé dans le pays qu'il aime beaucoup, au Venezuela. Bon, donc... Et du coup, Benoît Hamon qui va manifester avec lui, j'imagine que ça vous ulcère. Mais ça ne m'ulcère pas, nous ne sommes pas sur la même ligne politique. Non, nous ne sommes pas sur la même ligne politique. C'est pour ça que j'appelle à une clarification politique, une clarification idéologique et une clarification stratégique. Pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon, il dit aussi que Emmanuel Macron n'a pas reçu mandat du peuple pour le programme de réforme qu'il met à l'œuvre. Il dit cela Oui, mais
aussi en raison des circonstances du second tour de la présidentielle. Oui, bien sûr. Là aussi, ça vous choque? Vous trouvez ça inacceptable? Oui, parce que Emmanuel Macron, on en pense que l'on en veut, on est d'accord ou pas d'accord, il a été élu démocratiquement au deuxième tour. Face à l'extrême droite, il y a donc des gens qui ont voté pour lui au deuxième tour, qui n'étaient pas favorables et qui voulaient éviter l'extrême droite. Mais il y a aussi des gens qui ont pris leurs responsabilités, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, et qui ont appelé à voter clairement pour Macron, pour battre l'extrême droite. Et lui ne l'a pas fait. Donc il n'y a pas de leçon de démocratie à donner dans ce cadre-là. Dernière question, peut-être Stéphanie encore, sur le Parti Socialiste. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudra du temps pour reconstruire le PS. Or, on en parlait, Jean-Luc Mélenchon, pendant ce temps, déroule. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et sa France Insoumise sont devenus les premiers opposants à Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils prennent trop d'espace à gauche? Les Français, aujourd'hui, j'ai lu les enquêtes, considèrent que Mélenchon est le principal opposant à Emmanuel Macron. Bon, je préfère que ce soit Mélenchon à Le Pen, hein, si je puis dire. Mais ce n'est pas le sujet, on n'en est pas là pour courir après Mélenchon. À nous de nous reconstruire. Est-ce qu'il prend trop d'espace? On verra bien, vous savez, tout ça. La démocratie va tourner, il y a 5 ans, nous avons fait 3 mois, il reste donc 4 ans et 9 mois, on va voir comment les choses évoluent. Le travail démocratique se passe au Parlement. Bien sûr qu'il faut écouter la rue et les réseaux sociaux. Évidemment que le droit de grève est constitutionnel et que les gens vont manifester. Et moi, je respecte les gens qui vont aller manifester par leurs convictions. Je ne voudrais pas que certains en fassent une opération politique ou politicienne à des fins personnelles. Mais le droit de grève, il n'a rien à dire de manifester, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais demain, le Parti Socialiste ne doit pas être le principal opposant à Macron, le Parti Socialiste doit être le principal acteur politique qui veut transformer la société. Voilà le programme pour les mois et les années qui viennent. Merci Stéphanie. Dernière partie de l'épreuve de vérité avec Michael Zamès de Public Sénat qui nous rejoint maintenant. Et nous allons parler de l'enjeu des élections sénatoriales à la fin du mois. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si les élections sénatoriales qui arrivent vont se transformer en une fronde contre Emmanuel Macron. Vous savez, les élections sénatoriales, bien malin celui qui peut dire comment elles se passent chaque fois. Hein? Élection atypique. Et c'est une élection atypique parce que c'est un mode de scrutin atypique avec un corps électoral atypique. Reste que les annonces qui ont été faites ces derniers temps, les annonces économiques notamment, on va les détailler si vous le voulez, mais elles ne peuvent que vous servir finalement. Oui, bien sûr. Moi je pense que le gouvernement et la République En Marche a commis des erreurs en faisant ces annonces. La baisse unilatérale de 5 € pour l'APL, ce n'est pas une bonne chose, même si les choses peuvent être discutées, ce n'est pas une bonne chose. La baisse des dotations, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que le gouvernement a rectifié le tir. Et puis, franchement, la suppression des contrats aidés... La goutte d'eau ? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que, nous le disions au début de notre entretien, les maires, les élus sont prêts à beaucoup de sacrifices pour, pas pour eux-mêmes, c'est pas le sujet, pour le budget de leur commune. Et on fait beaucoup. Et aujourd'hui, contrairement à l'État, il n'y a pas un budget communal en déficit. Et le travail a été fait. Mais à des moments, il y a des arguments qui ne sont pas acceptables. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que, comme pour les dotations, le gouvernement regardera différemment les contrats aidés. Bien sûr qu'il vaut mieux un CDI, un emploi de fonctionnaire, un emploi à durée déterminée, à un contrat aidé. Mais enfin, on ne vit pas dans le même monde. Il ne fallait pas toucher aux emplois aidés. Comment ? Il ne fallait pas toucher aux emplois aidés. C'est une erreur, que les choses évoluent. Là également, le mouvement à la baisse avait été enclenché sous le précédent quinquennat. Non, le mouvement à la baisse n'avait pas été enclenché sous le précédent quinquennat. Il avait été programmé. Oui, mais la question n'est pas là. La question, quand même. Oui, mais je vais vous répondre très tranquillement. Les contrats aidés, je vous le disais à l'instant, il vaut mieux qu'ils soient remplacés par des contrats à durée indéterminée ou par des postes de fonctionnaires, évidemment. On sait que ceux qui ont des contrats aidés ne trouvent pas tous des emplois après. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de sévérité sur le manque de formation de ces contrats aidés. Moi, dans une ville que je connais bien, la mienne, eh bien, la plupart de ceux qui sont en contrat aidé trouvent du travail après, parce que le maire de la ville fait un effort terrible sur la formation. Que le budget demande à ce que l'on réduise un peu, peut-être. Là, c'est suppression des contrats aidés. Ça ne va pas. Et ça ne peut pas être fait de façon brutale. On ne peut pas faire ça en plein... c'est très brutal, en plein été, pour dire à la rentrée scolaire, eh ben, il manquera des contrats aidés. Vous diriez qu'il y a un manque de considération pour les collectivités territoriales? Non, je ne crois pas qu'il y ait un manque de considération. Emmanuel Macron est venu au Sénat pour lancer les États généraux. Donc c'était bien parti, vous étiez prêt à discuter. Oui, mais tout le monde est prêt à collaborer. Mais après, boum,
Je pense que c'est une erreur. Je ne pense pas que c'est un manque de considération, je pense que c'est une erreur. Alors on parle de fronde anti-Macron, il y a un front quand même qui réunit la gauche et puis la droite, puisque François Baroin, certes président consensuel de l'Association des maires de France, est également monté au créneau hier pour dénoncer ce coup sur la tête. Halte au feu et que nous demande au gouvernement de reprendre, peut-être de faire un collectif budgétaire avant même la discussion de la loi de finances. Techniquement c'est possible et d'abonder immédiatement pour que la totalité des emplois, c'est-à-dire la parole de l'État, soit respectée. Ensuite qu'il y ait une discussion plus tard lorsque la croissance soit revenue et qu'on verra ce qui est le plus efficace pour les uns et pour les autres, c'est autre chose. Mais là en l'état, ça n'est pas tenable, ça n'est pas acceptable, c'est dangereux pour les personnes qui sont concernées, c'est dangereux aussi pour la qualité des services publics sur la totalité des territoires de notre pays. Ah, des propos que vous pourriez tenir également. J'ai rien à rajouter. Mais pourtant, ça n'est pas quand même paradoxal de voir aujourd'hui, je sais pas, LR parler de la même voix que les Insoumis, que le Parti Socialiste, que Martine Aubry. Ça s'appelle comment une fronde? Mais non, pourquoi l'association des maires de France... Déjà parce que les candidats LR, qui étaient tous partants pour la présidentielle, voulaient aussi couper le robinet des finances dans un pays ruiné. Je vais y venir. Mais l'association des maires de France est une association qui est paritaire. Il y a le même nombre d'élus de droite et de gauche au bureau. Ils ne tiennent pas compte de la réalité politique, c'est la règle de base. Bon, ce que vient de dire François Baroin, ça me va, c'est trop brutal. Moratoire. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas si un moratoire, j'ai jamais voulu des moratoires sous le précédent quinquennat, je ne vais pas en demander un maintenant, mais enfin, qui est une évolution, que demain on puisse parler de ce débat et tout remettre à plat, de ces sujets, ok. Mais ce qui fait quand même doucement rire, c'est que ce sont les mêmes qui voulaient supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, qui voulaient supprimer tous les contrats aidés, qui pensaient que les contrats aidés c'était nul et non avenu, que ce n'était pas des vrais emplois, qui disent maintenant qu'il faut les garder. Il vaut mieux essayer, c'est ce que modestement j'essaye, de toujours garder la même ligne politique. Échappé, donc il y a des élections sénatoriales et qui sont sans faire de démagogie. Eh bien, nous verrons ce que ça donnera pour les élections sénatoriales. C'est ma question. Parce que je pense que, je ne sais pas s'il y a une fronde anti-Macron, les élections sénatoriales sont issues des municipales de 2014. Il n'y avait pas d'élus En Marche en 2014. Et donc le corps électoral était plutôt à droite. Le corps électoral est à droite. Nous allons perdre des sièges, le moins possible, j'espère. La droite va en gagner le moins possible, j'espère. La droite continuera à être majoritaire au Sénat, c'est évident. Quelqu'un qui voudrait dire l'inverse, ce serait une langue de bois absolument ahurissante. Oui. Il y aura de nouveaux élus La République En Marche, sans aucun doute. J'ai entendu des chiffres. Attendez, j'ai entendu des chiffres en disant qu'il y en aura 50 ou 60. Donnez les vôtres. À mon avis, il y en aura 2 fois moins. C'est votre pronostic ce soir. Mais c'est pas un pronostic, c'est une analyse. Sentiment. Cela, oui, sentiment. Et à gauche, au PS? Ah ben nous, on va en perdre, évidemment. On en a perdu 20 ou 25 lors des dernières élections. Là, les élections municipales nous sont défavorables. On va peut-être en perdre le même nombre, le moins possible. Je ne sais pas combien... C'est l'étiage aujourd'hui que vous pourriez donner. Mais oui, mais tout le monde dit la même chose. On sait qu'il y a des départements qui ne bougeront pas et des départements où on risque de baisser. Je ne vais pas vous raconter des histoires avant l'élection en disant on va la gagner. On ne va pas la gagner, cette élection. Et la droite va la gagner et la droite sera majoritaire au Sénat. Raison de plus pour renforcer le groupe socialiste et pour faire venir au Sénat, pour faire élire des sénateurs de gauche qui pourront faire ce contrepoids à la droite qui de toute façon sera majoritaire. De gauche, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à Emmanuel Macron, nous, les socialistes. De gauche, les socialistes. Mais de gauche. Non, mais vous allez peser moins. Vous avez bien vu qu'il y a des socialistes qui maintenant décident aussi de travailler avec Emmanuel Macron. Donc c'est là où on comprend plus très bien dans votre groupe aujourd'hui. Mais non, il y a Est-ce que vous craignez aujourd'hui une implosion du groupe avec peut-être une destination En Marche vers le groupe En Marche? Non, le groupe En Marche s'est constitué qu'avec des socialistes, mis à part deux sénateurs, je crois. Donc les socialistes qui voulaient aller au groupe En Marche, ils sont maintenant. Ouais. Et après D'ailleurs, dans ce groupe En Marche, il y en a les 2 tiers qui ne se représentent pas. Donc il va falloir déjà qu'ils reconstituent leur groupe avant de progresser. Et puis les socialistes qui vont être élus sont socialistes. Il n'y aura pas d'implosion du groupe socialiste? Non, parce qu'il y a des listes En Marche. Donc, les gens qui sont sur les listes En Marche se présenteront, adhéreront au groupe En Marche. Et puis, il y aura toujours vous à la tête du groupe. Ah ça, nous verrons bien. Je ne sais pas. Candidat, en tous les cas. Mais je ne sais pas si je serai candidat. Nous verrons bien. On attend les élections. Vous ne pouvez pas nous le dire encore. Mais non, mais... je veux dire, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Je ne sais pas si je serai candidat à la présidence du groupe. Bruno Retailleau, lui, va quitter la présidence des Pays de la Loire. Il va rester au Sénat, c'est ce qu'annonce Ouest France. On le savait, on s'en doutait. Comment est-ce que vous appréciez cette annonce? Moi, je n'ai pas apprécié. Je dis simplement, il s'est passé la même chose pour Christian Estrosi. Je pense qu'il faut faire attention de jouer au bon taux électoral. Et que lorsqu'on se présente à la présidence d'une région, en principe, c'est pour 6 ans.
C'est pas pour y rester ou pas y rester en fonction des élections. Mais moi, j'ai du respect pour Bruno Retailleau, qui est un collègue que je connais bien. Mais vous parlez quand même de bonne taux électorale. Oui, parce que je parle par rapport aux gens. Si on veut réhabiliter la politique, c'est pas une fois qu'on est sur un poste, on doit y rester. Mais si je comprends qu'il fasse le choix du national par rapport au régional. Il a été directeur de campagne de François Fillon. Il incarne cette ligne politique. Peut-être sera-t-il candidat à la présidence des Républicains, nous verrons bien. Vous parliez tout à l'heure de votre choix personnel, est-ce que vous serez candidat ou pas à la tête du groupe. Est-ce que vous estimez que Gérard Larcher, lui, sera toujours le président du Sénat le 1er octobre prochain, lors de son élection? Je crois qu'il n'y aura pas de surprise, oui. Ouais. Vous le soutiendrez? Ah ben non. Vous pourriez voter pour lui? Non, mais ça, lorsqu'on est dans l'opposition, on ne vote pas pour le candidat de la majorité à la présidence du groupe. Je ne crois pas que ce soit déjà vraiment arrivé. Là, c'est un vote symbolique. Les groupes votent en groupe. On ne votera pas pour Gérard Larcher. Moi, j'ai rien contre Gérard Larcher. C'est un bon président. Il restera président. Vous estimez que son bilan... Oui, son bilan est bon. Il sera réélu président du Sénat sans aucun problème, à mon avis, même s'il y a des tentatives diverses et variées, peut-être. Je ne sais pas. Entre un candidat La République En Marche, un candidat Gérard Larcher, président sortant, vous faites quoi? Moi, je vote pour un candidat socialiste. Oui. Ben, soit donc tous il y aura un candidat socialiste mais non, à la présidence. je n'en sais rien. J'ai été candidat la dernière fois. Oui. Ça dépend de ce que font les groupes. Non, soit chaque groupe présente au premier tour son candidat pour dire voilà, on marque le terrain, on pèse ton, soit pas, de toute façon... Et donc vous pourriez être candidat une nouvelle fois à la présidence du Sénat? Je ne sais pas si je serai président du groupe, donc je ne sais pas si je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je pense, pour répondre clairement, là encore sans aucune langue de bois, Gérard Larcher, à mon sens, sera président du Sénat le 2 octobre. Alors allez-y, Didier Guillaume, puisque effectivement vous nous annoncez que le groupe LR va pouvoir pavoiser au Sénat à la fin du mois. Vous pouvez... si, ils vont gagner des sièges. Vous pouvez déjà féliciter Gérard Larcher pour sa future réélection. Non, pas du tout. Mais attendez, c'est sérieux là, parce que si on prend le débat dans ce sens-là, ça va faire un peu d'ironie et vos téléspectateurs vont se lasser. Moi, je veux parler sans langue de bois. Je ne parle pas de nouveau monde ou d'ancien monde. Parce que tous ceux qui se réclament du nouveau monde, beaucoup viennent de l'ancien monde et n'en l'ont pas encore quitté totalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, la politique, dans le débat politique, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire les choses. Vous me posez une question. Qui sera président du Sénat? Je ne vais pas vous dire je n'en sais rien. Je vous réponds, je vous dis, je pense que Gérard Larcher sera président du Sénat la prochaine fois parce que je pense que la droite sera encore majoritaire. Voilà. Ce que je veux vous dire. Il y a des volontés de réforme du Sénat, une chambre encore plus territoriale que ce qu'elle l'est aujourd'hui, chambre des territoires. Est-ce que ça va dans le sens aussi, dans le sens de l'histoire? Est-ce que c'est votre souhait? Alors là, je ne partage pas totalement cela. Je pense que nous avons besoin de mener une vraie réflexion sur la Constitution, sur les institutions. Parce qu'on voit bien, là encore, et c'est transpartisan, hein, il y a deux lignes parallèles. Un qui voudrait qu'on soit un peu comme les Allemands, le Bundesrat, c'est-à-dire que le Sénat soit l'Assemblée des territoires. Enfin, au moment où on supprime le cumul des mandats, si c'est pour remettre que des cumulards, que des présidents de région ou autres, ça n'a pas de sens. Mais ça peut se comprendre en disant on ne fait que ce qui concerne les territoires. Et puis l'autre ligne, qui est plutôt la mienne aujourd'hui, mais nous verrons comment est le débat, c'est un bicamérisme rénové. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voter une loi, on ne peut pas mettre 1 an et demi pour voter une loi, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut peut-être que le Sénat, sur certains textes, soit plus souvent en première lecture. Ces sujets-là, nous devons les avoir lorsque les choses avanceront. J'ai cru comprendre ce matin dans la presse que le gouvernement voulait, dès 2018, présenter une loi réformant le mode de scrutin et abaissant le nombre de députés. Ils n'ont pas parlé du Sénat. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'ils pensent que ça sera en même temps? C'est à cette occasion-là que nous devons avancer. Moi, j'ai fait une proposition de loi constitutionnelle lors du congrès à Versailles. Je pense qu'à partir du moment où le président de la République décide de venir une fois par an devant les parlementaires réunis en congrès pour leur parler, je pense qu'il n'est pas pensable qu'il s'en aille et qu'après, les parlementaires parlent devant le vide ou devant le Premier ministre et le gouvernement. Bon, donc il y a des évolutions constitutionnelles à faire. Ma dernière question, vous qui avez fait tourner votre calculette, Didier Guillaume, est-ce que le gouvernement qui vise en fait, dans ces élections sénatoriales, à obtenir les 3/5 justement des votes des congrès, est-ce qu'il y parviendra? Mais je pense que est-ce qu'il y parviendra? On m'a déjà posé la question, j'avais répondu de façon un peu durement, je ne vais pas vous le faire à vous, Michel Grossure, mais je pense que cette question est idiote. Excusez-moi de le dire, c'est pour ça que je réponds tranquillement. Mais oui, mais ça n'existe pas, on n'élit pas des sénateurs en disant est-ce que vous allez faire partie des 3/5? Non, mais ça n'existe pas. Bon, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, dans le département de la Drôme, de l'Orne, du Morbihan.
le sénateur qui va être élu ne va pas s'engager dans les électeurs à voter la Constitution. Moi, ce que je pense, au contraire, dans une réforme de la Constitution, en fonction du projet, on vote ou on vote pas. D'accord, c'est bien noté. Cette fois, je ne vous poserai plus la question. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Bonsoir.